Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du pay-per-view d'AEW Payback. Donc on parlera de ce qui s'est passé à Payback, mais pas que, on parlera de ce qui s'est passé à Raw, de ce qui s'est passé à SmackDown et des matchs qu'on nous a annoncés pour le prochain pay-per-view exclusif au WWE Network, j'ai nommé Elimination Chamber qui aura lieu dans 2 semaines, le 31 mai. Donc j'aimerais remercier Ox pour cette magnifique image. La première fois vous avez eu la version sombre, là vous avez la version un peu plus colorée. Donc merci à toi Ox pour cette image, je ne te remercierai jamais assez. Et on commence sans plus tarder par le pré-show. Et dans le pré-show, nous n'avions pas un, mais bien 2 matchs. Et oui, le premier match qui est sorti de nulle part, c'était Cody Rhodes, ou plutôt Stardust qui affrontait R-Truth. Et le match, bah écoutez, on avait vu un petit peu la rivalité entre les deux. Le match qui était là, on sait pas trop pourquoi. Alors on a su après pourquoi R-Truth était dans ce match-là. Je vous en parlerai maintenant puisque R-Truth est dans la chambre des éliminations pour le titre vacant intercontinental. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en avant là dans le pré-show. Le match était plutôt sympa à regarder, même si ça changeait pas des précédents matchs qu'on a eu. Stardust, le pauvre Cody, je sais pas si c'est la gimmick ou si c'est le fait qu'il est en Stardust qu'il arrête pas de perdre, mais voilà, vous l'aurez compris, il a perdu son match. C'est R-Truth qui a gagné. Et donc R-Truth va se retrouver dans la chambre des éliminations pour le titre vacant. Titre détenu par Daniel Bryan, à côté de King Barrett, Sheamus, Rusev, Dolph Ziggler et Ryback. Donc voilà les 6 participants pour la chambre des éliminations pour le titre intercontinental vacant. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis la dernière minute dans le pré-show. Voilà, on avait un match, là on en a 2. Bah écoutez, ça mangeait pas de pain, c'était assez sympathique à regarder, il s'est pas passé grand chose. Il n'y a pas eu grand chose d'innovant, mais bon, c'était pas mal. Donc on passe tout de suite au deuxième match du pré-show et je noterai juste le pré-show dans son ensemble. Donc là c'était un match annoncé, c'était Damien Mizdow qui faisait équipe avec Curtis Axel pour affronter The Ascension, Connor et Victor. Donc là, le point positif de ce match, c'est les tenues de Damien Mizdow et Curtis Axel qui étaient respectivement grimé en Randy Macho Man Savage, ooh yeah, did it, et Curtis Axel qui était grimé en Hulk Hogan et qui faisait les prises de leurs catcheurs respectifs. Donc ça c'était le seul point positif. Damien Mizdow et Curtis Axel ont réussi pendant un petit temps à faire de bonnes choses. Malheureusement The Ascension ont réussi à mettre de côté Damien Mizdow et à s'attaquer à Curtis Axel et victoire, alors là on n'avait pas compris mais vous comprendrez quand je vous le dirai lors du match par équipe, victoire de The Ascension. Personnellement moi sur le coup j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait gagner The Ascension, mais vous comprendrez plus tard quand on parlera des titres par équipe pourquoi ils les ont fait gagner. Maintenant qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que Damien Mizdow, avant qu'il était Damien Mizdow, il était dans cette gimmick chaque semaine avec des personnages différents et tout ça, et il est devenu Damien Mizdow et grâce aux Miz, il a pu, le public l'a réapprécié et il est devenu vraiment quelqu'un d'important et tout ça. Et là, ils le font s'en aller de la gimmick de Damien Mizdow pour redevenir Damien Sandow, pour le remettre dans une gimmick de Macho Mendo. Ils ont même un nom d'équipe avec Curtis Axel que je me rappelle plus là, mais ils ont même un nom d'équipe, donc je pense que s'ils ont un nom d'équipe, ils vont bientôt avoir une musique d'entrée personnalisée et que leur équipe va tenir. Donc ça va être, pour moi c'est le point négatif, parce que moi je pensais que c'était juste une petite alliance comme ça parce que The Ascension était venu, mais s'ils continuent, je pense que c'est juste le temps que les Usos reviennent. Et voilà, parce que pour l'instant, la division par équipe, comme vous le savez, est pas très bien représentée. Donc je pense que c'est juste pour ça. Mais voilà, je suis assez déçue.
Et voilà, j'ai surtout pas compris pourquoi ils les avaient fait gagner, surtout qu'on sait très bien que The Ascension, voilà, niveau... ils auraient pu les faire perdre, franchement, c'est pas avec le booking qu'ils ont et le fait qu'on en a rien à foutre de la personne. Voilà, sur le moment, j'ai pas compris, mais vous comprendrez plus tard pourquoi quand on parlera des titres par équipe, comme je vous le disais. Donc pour ce pré-show, bah, écoutez, moi j'ai bien apprécié le pré-show. Le match qu'on avait au préalable, c'est vrai qu'il a pas duré longtemps et c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose finalement. Le point positif, c'était Hulk Hogan et Randy Macho Man Savage sur le ring. Le premier match, voilà, c'était un match où il n'y avait rien de plus dedans. Mais bon, pour ce pré-show, je vais lui mettre un petit 6. Et parce que voilà, ça mangeait pas de pain et c'était quand même. Je pensais qu'il y allait plus avoir de gimmicks de la paire de Damien Mizdo et enfin Damien Sandow. Et voilà, c'est ça qui m'a dérangé, c'est que c'était juste un match comme ça qui a été assez expéditif et voilà, c'est juste ça ce qui m'a un peu dérangé. Donc on passe tout de suite au premier match de la soirée. Et alors là, la revanche entre Sheamus et Dolph Ziggler dans un match simple cette fois-ci. Donc, Dolph Ziggler qui est arrivé sur le ring et qui en voulait à Sheamus et ça se voyait qu'il n'était pas là pour rigoler. Le fait marquant de ce match, c'était la vengeance de Dolph Ziggler sur Sheamus puisqu'il lui a fait embrasser ses fesses. Je pense que c'était ça le principe, donner plus de crédibilité à Dolph Ziggler. Par rapport à ce qui s'est passé à Raw, évidemment, j'en parlerai lors du match Cena contre Rusev, de ce qui s'est passé à Raw, puisque ça concerne aussi Dolph Ziggler. Sheamus s'est pas mal défendu. Le début de match était assez intense. Après, ça s'est retombé. Et finalement, victoire de Sheamus grâce au bro kick et saignement de Dolph Ziggler. Voilà, je pense qu'en fin de compte, et c'est ça que je vais dire la plupart du temps, c'est que comme ils nous ont sorti du chapeau un petit peu comme le lapin fait avec le magicien, ils nous ont sorti du chapeau comme ça l'Elimination Chamber 2 semaines après ce pay-per-view d'AEW Payback. Et comme la plupart des catcheurs que je vais vous citer vont être dans des chambres d'élimination et on sait très bien que ces structures faut être au top physiquement parce que c'est la structure la plus dangereuse de la WWE. Je pense qu'ils en ont gardé un petit peu sous le pied et qu'ils ont été en régime, en sous-régime quoi. Donc c'est toujours dommage parce que les matchs deviennent un peu plus lents et mais là comme le début de match était assez rapide, on va dire que ça compense. Il y a eu des matchs où ça a été lent du début à la fin, je vous en reparlerai. Mais bon, ce match-là, voilà, il y a eu la vengeance de Dolph Ziggler pour lui redonner un petit peu plus de crédibilité. C'est par rapport à ce qui s'est passé à Raw, donc je vous en parlerai quand on parlera du match Cena contre Rusev. Voilà, victoire logique de Sheamus pour renforcer le côté, son côté heel. Et maintenant, ils vont être eux deux encore dans la chambre des éliminations pour le titre intercontinental. Ça va permettre de poursuivre la feud et donc c'est pas plus mal. Pareil, je vais mettre 6 parce que ça aurait pu être un peu plus rapide et sur toute la durée. Voilà, là c'était bien au début et à la fin c'est un peu vite redoublé comme un soufflet. Le deuxième match, et alors là on va parler de ce qui s'est passé, le New Day contre Cesaro et Tyson Kidd. Alors attention, c'était un match au meilleur des 3 manches. Donc la première manche a été remportée par Cesaro et Tyson Kidd. La deuxième manche a été remportée par The New Day. Donc ça faisait un partout et donc ça s'est terminé au troisième manche. Et la troisième manche a été remportée par les New Day. Mais attention, la subtilité, c'est que c'était pas Kofi Kingston qui a fait le tomber. Non, c'était Xavier Woods qui n'était pas censé être supposé dans le match, qui est intervenu et qui a fait le tomber à la place. D'ailleurs, il y a eu un match revanche où Xavier Woods a été banni des abords du ring. Match gagné par disqualification par les New Day. Et c'est là où on a appris, et c'est pour ça que je vous parlais de The Ascension, c'est là où on a appris que le titre par équipe, qu'on savait déjà, je vous l'avais déjà dit, serait défendu dans une Elimination Chamber match. Et il y aura Tyson Kidd Cesaro, il y aura Los Matadores, il y aura les Lucha Dragon et il y aura The Ascension. Et donc voilà pourquoi, à mon avis, ils les ont fait gagner dans le pré-show pour donner un peu plus de crédibilité à cette équipe et que on se demande
pas pourquoi ce qu'ils foutent dans cette Elimination Chamber. Mais bon, j'ai envie de vous dire, les bookers de la WWE, fallait y penser avant, parce que là, vous les avez tellement fait perdre, vous les avez tellement pas donné de crédibilité, que c'est pas en gagnant un match qu'on va se dire, ouh, ils méritent leur place dans l'Elimination Chamber. Non, Luke Harper et Eric Rowan, qui reforment la Wyatt Family, eux, auraient été logiques dans l'Elimination Chamber. Damien Mizdow et Curtis Axel, pourquoi pas, mais The Ascension, bah non, je suis désolée, The Ascension, c'est pas en gagnant un match que ça y est, ils vont être logiques dans cette Elimination Chamber match. Donc en tout cas, victoire logique des New Day, bah évidemment, ils allaient pas les faire perdre à Payback si c'était pour les faire perdre à Elimination Chamber. On sait tous très bien qu'ils vont perdre à l'Elimination Chamber normalement, et ça je vous le dis, hein, gros spoil, attention bouchez-vous les oreilles pour ceux qui veulent pas être spoil, par les Lucha Dragons, qui eux devraient rentrer en rivalité contre Eric Rowan et Luke Harper. Voilà. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, 2 Elimination Chamber match, et ça va être mon coup de gueule quand on va parler du main event. Je dis pourquoi pas, c'est la première fois que les titres par équipe vont être défendus dans un Elimination Chamber match. Ce match-là, voilà, moi j'ai bien apprécié parce que pour une fois ils ont été mis en avant avec les 3, c'était un 2 out of 3 falls match, donc au moins c'était un match dans la longueur, donc on a bien pu voir les belles prises de Tyson Kidd et Cesaro. Les New Day, ben voilà, toujours du mal, mais bon, ils gagnent par subtilité pour se faire bien encore détester par la foule. Et finalement, ils se sont attaqués. Ah oui, et il y aura les primetime players dans. J'avais oublié une équipe. Il y aura les primetime players dans cette chambre des éliminations qu'on n'avait pas vu et qui, sont propulsés dans cette chambre des éliminations. Donc, je vous rappelle, il y aura les New Day en tant que champions, les primetime players, The Ascension, les Lucha Dragons et les New Day et Tyson Kidd et Cesaro dans cette chambre des éliminations. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait gagner The Ascension dans le pré-show. Et en plus, faire gagner 2 faces vu que R-Truth est face, ça a été, voilà, ils ont fait gagner un face, un heel. Moi, dès que j'ai su que R-Truth avait gagné, je savais que j'allais avoir foi à mon prono parce que j'avais dit Damien Sando et Curtis Axel. Et logiquement, ils font pas gagner 2 faces en même temps au pré-show. Donc ce match-là, bah écoutez, moi j'étais pour, ça m'a vraiment plu de voir Tyson Kidd et Cesaro toujours bien s'entendre. Je pense que l'équipe va continuer. Alors c'est vrai que c'est assez dommage qu'ils n'arrêtent pas de perdre, mais bon, ils sont bien mis en avant. Je pense que dans cette chambre des éliminations, pareil, ils vont bien être mis en avant. Et donc, on va voir ça. Pour ce match, je donne 7 parce que j'ai vraiment apprécié. Et la fin du match qui se finit comme ça avec Xavier Woods qui prend la place de Kofi, j'ai trouvé ça... voilà, ça change un petit peu. Donc, j'ai bien aimé. Match suivant. Et alors là, c'est... la catastrophe, Ryback contre Bray Wyatt. Alors pourquoi je dis que c'est la catastrophe? Tout simplement parce que le match était lent, mais était lent. Bray Wyatt il s'est fait dominer mais de la tête et des épaules par Ryback. Je pense que c'est par rapport à ce qu'on a appris à Raw, ça veut dire que Ryback est dans la chambre des éliminations pour le titre intercontinental. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en avant pour qu'on trouve logique qu'il soit introduit dans cette chambre des éliminations. Et finalement, Bray Wyatt, Sister Abigail, et hop, j'ai gagné mon match. Alors qu'il n'a pas du tout dominé ce match. Bah voilà, c'est ça le problème. Il y aurait eu un partage des deux, j'aurais dit bon, d'accord, pourquoi pas. Mais là, c'est Ryback qu'on a vu de A à Z, et hop, Ryback perd. Là, je dis non, voilà, je dis non. Et bon, cette rivalité, franchement, heureusement qu'elle continue pas parce que franchement, voilà, on savait même pas, elle est venue comme ça, voilà. Toc toc toc, qui est là? Ah bah c'est la rivalité Ryback Bray Wyatt. Ah, il y a eu des avant? Non. Il y aura des après? Non. Bon bah c'est pas grave, on fait ça parce que je sais pas, ils ont pas trouvé autre chose à foutre. Voilà, victoire de Bray Wyatt. Moi je suis quand même contente pour Bray Wyatt qui gagne une de ses rivalités et qu'on puisse le voir maintenant. Bray Wyatt pour l'instant il n'a toujours pas de match pour Elimination Chamber. J'espère quand même qu'ils vont lui foutre un match parce que là, je m'oscue sinon. Bon, ce match, voilà, je vous le dis très clairement, je vais pas donner la moyenne, je vais mettre un petit 4.
Même si j'ai bon dans mes pronostics, et ça je suis assez contente, je vous le dirai à la fin. Comme quoi j'ai bien réussi ces séances de pronostics. Je me suis trompée que 2 fois. Une fois pour la stipulation et une fois pour carrément les personnes nommées. Voilà. Donc 4, c'est... Voilà, pas grand chose à dire de plus. Le match suivant, et attention, on va parler de ce qui s'est passé à Raw par rapport à Dolph Ziggler et à Lana. On va parler du futur adversaire de John Cena pour Elimination Chamber et du résultat de NXT TakeOver 5 qu'ils appellent pas comme ça, mais on va l'appeler comme ça. Donc John Cena qui remettait en jeu sa ceinture des États-Unis dans un I Quit match. Qu'est-ce que le match était lent. Alors, le fait que Rusev demande à l'arbitre de demander toutes les 2 secondes à John Cena s'il abandonnait n'a pas aidé. Parce que normalement, je sais pas, vous le tapez, vous servez d'objet, vous servez de tout ce que vous voulez, mais vous demandez pas tout de suite si votre adversaire va abandonner. Ben en fait là, c'est ce qui s'est passé. Le match n'avait même pas commencé. Rusev il prend le micro et il dit abandonne, ça va m'économiser du temps et évidemment, bah, Cena, il a pas abandonné. Donc, la première partie, ce qui s'est passé sur le ring, c'était chiant, c'était lent, parce que Rusev demandait pas toutes les 2 secondes à l'arbitre s'il abandonnait. Heureusement, la deuxième partie, où ils sont sortis du ring, où il y a eu notamment John Cena qui tape Rusev avec un ordinateur, John Cena qui passe à travers une table, Rusev qui passe à travers les effets pyrotechniques, ça c'était géant. Cena qui passe à travers une barrière et cette barrière avait tapé Rusev juste avant. Rusev qui fait la collade et finalement il pense avoir gagné et comme John Cena c'était ça le hic, c'était que John Cena n'avait pas dit I quit, donc finalement il a pas gagné et en voulant faire une autre fois avec une corde qu'il avait détendue, Cena STF, Rusev qui parle en russe et c'est ça l'information, c'est que Lana apparemment elle a traduit ce que Rusev disait en russe et elle a dit he's quit, donc il abandonne. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? On ne sait pas. En tout cas Rusev évidemment, lui de son côté il a dit qu'il a jamais dit ça, il a engueulé Lana. Et qu'est-ce qu'a fait Lana? 1. Elle a embrassé Dolph Ziggler et 2. Elle a baffé Rusev, effectuant ainsi son face turn. Bon, le face turn, on le savait très bien qu'elle allait le faire. Ça se voyait le nez au milieu d'une figure. Que ce soit elle qui fasse abandonner Rusev, c'est juste pour pas que Rusev perde trop de crédibilité au fait qu'il abandonne. Et comme il est dans le match pour la ceinture vacante intercontinentale, c'est pour ça. Et du côté de Dolph Ziggler, c'est pour ça aussi qu'il a gagné, même s'il a perdu contre Sheamus, c'est pour ça qu'il a gagné à la suite de ces matchs. À mon avis, pour Lana et pour le fait qu'on se dise, si jamais il gagne la ceinture intercontinentale, le fait qu'on se pose pas de questions et qu'on se demande pas qu'est-ce qu'il fout là, alors qu'apparemment c'est un petit peu la guerre froide entre lui et les bookers. Donc je pense que c'est juste pour ça. Et Rusev, comme là il a pas abandonné, ça n'entache pas, en tout cas ça n'entache pas plus sa crédibilité. Mais bon, le match, c'était lent, quoi. Et le fait que l'arbitre demande toutes les 2 secondes à John Cena, do you want to quit? Est-ce que tu vas abandonner? Non, mais voilà, je sais pas, Rusev fait un... Et bizarrement, il y a eu que 2 prises de soumission durant tout le match. Il y a eu la collade et le STF. Et voilà, c'était plié. Bah non, je sais pas. Heureusement qu'il y a eu les escaliers, heureusement qu'il y a eu... Mais bon, ça sauve pas le match, hein, moi je vous dis. Heureusement, voilà. Heureusement que cette rivalité est finie, parce que ça y est, cette rivalité est finie. Et je vais noter le match, voilà, 3, hein, parce que le fait qu'il se soit un peu les effets pyrotechniques, ça j'ai bien aimé. C'est tout ce que j'ai bien aimé, moi, c'est quand ils étaient à l'extérieur du ring. Et le lendemain, John Cena a fait toujours son Open Challenge. Et qui est venu sur le ring? Kevin Owens, le champion NXT. Donc...
il a dit non, je vais pas t'affronter ce soir, je vais t'affronter un autre jour. Et on a su dans les backstage que John Cena va affronter Kevin Owens lors d'Elimination Chamber dans un match simple. Entre-temps, il y a eu NXT TakeOver 5, comme je vous l'ai dit. Il remettait en jeu Kevin Owens sa ceinture contre Sami Zayn. Et alors là, mais c'est le plus gros spoil du monde, puisque comme le pay-per-view est déjà passé, Owens a toujours la ceinture. Donc, moi je vous le dis, Elimination Chamber, ça va être champion contre champion. S'il perd pas la ceinture d'ici là, parce qu'il leur reste 2 semaines pour trouver un truc. Parce que si Owens a toujours la ceinture NXT, mais en aucun cas ils vont lui faire 2 ceintures, la ceinture NXT plus la ceinture des États-Unis. Bah non. Donc en fait, je pense que c'était juste pour parler de NXT Takeover 5 et pour mettre en avant ce jeune-là, comme Cena a dit dans une interview. Maintenant, s'il est plus champion, là, on pourrait en parler. Mais s'il est toujours champion, ça nous spoil la fin du match. Bon, là, vous allez me dire, bah, ça va pas nous changer de payback, ou comme on savait que c'était un I Quit match, et que les 4 derniers I Quit match, bah, John Cena n'a pas abandonné, et qu'il était invaincu de ce type de stipulation à payback, voilà, on savait très bien que John Cena allait garder sa ceinture. Oui, j'ai envie de vous dire, oui, vous avez pas tort. Mais à un moment donné, faut arrêter de nous spoiler la fin du match, parce que trop c'est trop. Là, on savait que John Cena allait conserver sa ceinture. Si dans 2 semaines Owens est toujours champion, bon bah encore un match où Cena va conserver sa ceinture. Et je vous parle pas des Open Challenge qu'il va faire lundi, une semaine avant le pay-per-view, où il va encore conserver sa ceinture. Et ou alors peut-être qu'il y aura pas ça, il y aura un segment pour enfin mettre une rivalité en place entre Cena et Owens. Voilà, je suis dépitée. Je suis dépitée. Et normalement, celui qui devrait être mis en avant, mais qui pour l'instant est blessé au genou, pour l'instant je n'ai pas d'update sur sa condition, c'est Adrian Neville, qui lui devrait affronter Cena, avoir sa revanche, puisque je vous rappelle qu'il a perdu par disqualification. Mais pour l'instant, je ne sais pas sa condition physique. Donc, en tout cas, voilà, Cena contre Owens à Elimination Chamber. Autant vous dire que si Owens est champion, bah attendez-vous à ce que Cena reste champion à Elimination Chamber. Donc ce match 3 et Rusev a été intégré dans l'Elimination Chamber match pour le titre vacant intercontinental. Le match suivant, et alors là aussi, on va gueuler un petit coup. C'était un match par équipe, les Bella contre Naomi et Tamina. Donc le match, bah, il s'est pas passé grand chose. On a mis Naomi over, on a vu qu'elle. Tamina, on l'a vu peut-être 2 fois ou 3 dans le match. Elle n'a pas servi à grand chose. Et finalement, victoire de Naomi et Tamina. Par tomber, victoire assez logique. Le match, j'ai pas grand chose à dire. C'était un bon match. C'est la suite où je vais être plus critique, donc je vais lui donner un petit 5. Parce que les Bella n'étaient pas plus là pour une fois. Naomi a été over et on n'a pas vu beaucoup Tamina, donc c'est pour ça que je mets que 5. Mais ce qui s'est passé, et alors là, c'était le plus foutage de gueule que j'ai vu, c'est que le lendemain à Raw, qui c'est qui défend sa ceinture? Nikki Bella contre Naomi. J'ai envie de vous dire, pourquoi n'avez-vous pas fait ça lors de Payback? Je sais pas, mais à un moment donné, ça m'a énervé. Donc, elle défend sa ceinture, et là, elle perd par disqualification parce que Tamina rentre sur le ring et lui faut un kick. Donc bah pareil, ils auraient pu faire ça à Payback, moi ça m'aurait pas dérangé. Et qui intervient, c'est Paige. Paige intervient, et donc là je vous l'annonce, lors d'Elimination Chamber, on a su ça à SmackDown, nous aurons un triple threat match pour la ceinture des Divas. Et oui, la ceinture des Divas est, je vous rappelle, défendue un pay-per-view sur 2, entre Naomi, Paige et Nikki. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je mets 5, mais c'est un petit 5, hein, parce que franchement, le match en lui-même était pas mal.
Mais c'est la suite qui m'a pas plu, le fait qu'il a défendre sa ceinture le lendemain. La seule chose bien, c'est le retour de Paige et ce triple menace à Elimination Chamber. C'est la seule chose positive de tout ça. Et attention, on arrive à l'avant-dernier match, et oui, c'est déjà presque la fin. Ça va être un bilan assez court parce que les matchs, voilà, c'était pas non plus une carte de ouf. L'avant-dernier match, un match entre King Barrett et Adrian Neville. Donc ce match, il n'y avait pas grand-chose de différent entre les dernières fois. Et c'est ça le problème, c'est quand on fait beaucoup de matchs entre deux superstars, vous pouvez comparer la différence. Et là, c'était un match bien, mais il n'y avait pas de grande folie. Alors peut-être parce que Adrian Neville s'est blessé au genou. D'ailleurs, il a réaffronté Bad News Barrett. Et c'est Bad News Barrett qui a gagné parce que il avait mal à son genou. Et Bo Dallas l'a attaqué après le match. Voilà, donc victoire de Adrian Neville, mais par décompte à l'extérieur. Bad News Barrett a préféré ne pas continuer le match et s'en aller hors du ring. À peine a annoncé la victoire de Adrian Neville, évidemment Bad News Barrett est revenu sur le ring pour s'attaquer à Adrian Neville, mais c'est Adrian Neville qui a eu le dernier mot lors de ce match, de ce pay-per-view. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, c'était un match bien, mais il s'est pas passé grand chose de plus par rapport au match précédent. Donc bien, mais sans plus. Et donc pour ce match, je vais lui donner un petit 6. Comme je vous ai dit, c'était un match bien, mais voilà, pas grand chose à dire de plus. Et on finit avec le main event, avec le champion WWE poids lourd Seth Rollins qui devait remettre en jeu sa ceinture dans un Fatal 4-Way contre Roman Reigns, contre Dean Ambrose et contre Randy Orton. Donc là, on va critiquer le match et on va critiquer surtout ce qui s'est passé à Raw, la suite. Donc déjà, première critique de ce match, ce n'était pas un Fatal 4-Way. Et non, on nous a menti. Puisque la plupart du temps, ils étaient que 2 sur le ring. Alors évidemment, intervention de JJ Sécurité, intervention de Kane, et ça aussi, c'est un coup de gueule. Ils nous ont fait toute une storyline sur Kane, qui soi-disant en a marre de Seth Rollins, qui commence à montrer ses dents et à mal parler à Seth Rollins. C'est pour ça qu'on a eu le vote du public pour un triple threat. C'est pour ça que Kane a fait en sorte que Dean Ambrose se rajoute pour avoir un Fatal 4-Way. Et tout ça pour qu'en fait, lors de ce match, eh bien, Kane vienne en aide à Seth Rollins. What the hell, j'ai envie de vous dire. Bref. Donc la plupart du temps, ils étaient que 2 sur le ring. C'était 2 par 2. Donc il s'est pas passé grand chose. Le point positif de ce match, ça a été la reformation du Shield. Je pense que c'était pour tester, pour savoir s'ils allaient les remettre ensemble un jour, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient reformer le Shield pour savoir si le public accrochait toujours à la gimmick du Shield. Bah, la réponse a été positive. Finalement, ça n'a pas duré longtemps puisque ils se sont vite refoutus sur la tête. Et le powerbomb de Roman Reigns sur Kane sur Seth Rollins sur la table des commentateurs espagnols, ça c'était bien. Et finalement, Seth Rollins conserve son titre en faisant le tomber sur Randy Orton, en faisant un pedigree mais botché quoi. Oui, arrête de faire cette prise, tu sais pas la faire quoi. Donc résultat, ça c'était la première, c'était que c'était pas un vrai Fatal 4-Way. Deuxième, c'est qu'ils ont fait toute une storyline sur Kane et finalement que Kane vienne en aide à Seth Rollins. Et troisième, c'est ce qui s'est passé le lendemain à Raw, où Dean Ambrose a demandé son match en revanche, et donc il s'est servi des fameux parpaings qu'avait fait Seth Rollins quand il avait trahi le Shield, et
il s'était servi de ces points-là pour faire un Curse Stomp sur Dean Ambrose. Finalement, Dean Ambrose n'a rien fait, mais a fait référence à cela. Et donc, il aura un match, et oui, Dean Ambrose contre Seth Rollins lors d'Elimination Chamber pour le titre WWE poids lourd. Et là, vous allez me dire, oui, bah c'est bien. Oui, je vais vous dire, c'est bien. Mais, bordel de où est l'Elimination Chamber pour le titre WWE poids lourd? Il n'y a pas, voilà, c'est ça, le coup de gueule, c'est qu'il n'y a pas d'Elimination Chamber pour ce titre. Il n'y aura qu'un match simple. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous comprenez pas, ben, je sais pas, ça doit être la première fois. Enfin, moi, je connais pas, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça s'est déjà passé à l'Elimination Chamber sans Elimination Chamber match pour le titre WWE ou pour le titre World. Enfin, maintenant, il est réuni, mais voilà, je comprends pas. Donc, autant vous dire que Seth Rollins va conserver son titre. Voilà. Autant vous dire que, et ça on l'a appris à Raw, Roman Reigns va être pour le Money in the Bank pour la mallette. Donc est-ce qu'il va avoir la mallette ou est-ce qu'on va lui donner le titre en août lors de l'affrontement de Brock Lesnar, enfin le retour de Brock Lesnar dans un triple threat match entre Roman Reigns, Seth Rollins et Brock Lesnar pour le titre WWE poids lourd. Je ne sais pas, pour l'instant il nous a dit ça, il a un plan B, son plan B c'est d'être dans le Money in the Bank pour la mallette. Donc voilà, pour l'instant lui n'a pas de match, donc le match, bah écoutez, le match était quand même bien, on va pas se mentir. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que ce soit pas un vrai Fatal 4-Way et que finalement toute la storyline qu'ils avaient fait sur Ken, ben ils s'en sont pas servis lors de ce pay-per-view là. Alors peut-être qu'ils vont se servir pour après, hein, vous allez me dire, mais bon, ça m'a un peu déçu que finalement il aide Seth Rollins et que surtout qu'à l'Elimination Chamber, nous aurons pas un Elimination Chamber match pour le titre WWE poids lourd. Donc, bon, ça, c'était après le match. Donc, pour ce match, je vais mettre en 6, parce que finalement, le match était bon. Malgré toutes ces petites imperfections, il était bon. Je me suis pas ennuyée pendant ce match. Voilà, il y a eu des interventions, il y a eu la reformation du Shield, un petit clin d'œil, donc ça, j'ai bien aimé. Mais voilà, moi j'aurais voulu un vrai Fatal 4-Way, que les 4 fassent des prises ensemble ou que 3 catcheurs fassent des prises qu'on n'a pas du tout vu dans ce match. Voilà, et c'était que 2 par 2. Donc, et quand ils étaient 3 sur le ring, c'était pour s'associer contre Seth Rollins. Donc voilà, c'était le petit point négatif. Donc voilà, c'était tout pour ce bilan de ce pay-per-view. Donc en gros, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, finalement, j'étais moins déçue parce que je n'attendais pas grand-chose quand j'ai vu la carte. Donc, quand j'ai vu le pay-per-view, j'étais moins déçue. C'est vrai que la plupart des matchs étaient d'un rythme assez lent. Je pense que c'était parce que, comme ils ont sorti de leur chapeau dans 2 semaines le pay-per-view exclusif au WWE Network Elimination Chamber, je pense que c'est pour ça, parce que la plupart des catcheurs que je vous ai cités seront dans des Elimination Chamber matchs. Donc je vous rappelle, pour l'instant, nous avons 3 matchs d'officialisés. Nous aurons Seth Rollins contre Dean Ambrose pour le titre WWE poids lourd. Nous aurons l'Elimination Chamber match pour le titre vacant intercontinental avec Rusev, avec King Barrett, avec Dolph Ziggler, avec R-Truth, avec... alors, avec qui R-Truth, King Barrett, Dolph Ziggler, Sheamus, voilà, Sheamus, Ryback, voilà, Ryback pour le titre intercontinental vacant. Nous aurons un Elimination Chamber match pour le titre tag team avec les New Day contre Los Matadores, contre The Ascension, contre les Primetime Players, contre les Lucha Dragon et contre Tyson Kidd et Cesaro. Et nous aurons le match pour le triple threat pour la ceinture des Divas. Nikki Bella qui remettra en jeu son titre contre Naomi et Paige. Donc voilà les matchs pour l'Elimination Chamber.
Donc, je vous ai dit que le pay-per-view sera exclusif sur le network. Mais attention, puisque là, en ce moment même, AB1 est en train de voir s'ils peuvent pas récupérer les droits pour diffuser le pay-per-view sur AB1. Donc, dès que j'aurai des informations sur ça pour savoir s'ils ont réussi à obtenir les droits et si on pourra voir le pay-per-view sur AB1, eh ben, je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. Donc, je pense que c'est pour ça que le rythme était assez lent, puisqu'on a 2 Elimination Chamber match et que la plupart des catcheurs vont se retrouver dans cet Elimination Chamber match. Voilà, donc le pay-per-view en globalité, il m'a moins déçu de ce que j'en attendais, donc c'était une assez bonne surprise. Je vais quand même mettre une petite note parce que c'était pas non plus un truc de ouf, hein. Donc je vais mettre 6 pour le pay-per-view global, et surtout parce que je me suis moins trompée. Je me suis trompée que sur un match, à savoir le pré-show entre Damien Mizdow, Curtis Axel et The Ascension, là j'ai eu faux sur... j'avais voté pour mes mauvais catcheurs, et sur juste une petite stipulation, parce que j'avais dit qu'Adrian Neville allait gagner par tomber sur King Barrett, et finalement il a gagné par décompte à l'extérieur. Sinon, tous les autres matchs, j'ai eu bon. Donc c'est pour ça que je mets une bonne note, parce que pour une fois, j'ai eu bon à mes pronostics. Et donc voilà, ce sera tout pour ce bilan. On se retrouve la semaine prochaine pour les news de Marie et je vous parlerai si j'ai des informations sur oui ou non on aura Elimination Chamber en VF ou s'il faudra aller voir sur le network. Et l'information, maintenant que j'ai vu qu'on aura les images et les matchs d'annoncer, là il y a déjà 4 matchs d'annoncer. Je vous annonce que les pronostics d'Elimination Chamber se feront en live, et oui, le samedi 30 mai, hein, évidemment. Le samedi 30 mai à 14h, voilà. 14h, peut-être avant, si je pense que je prendrai avant pour vérifier que tout fonctionne, si vous m'entendez bien, si tout est opérationnel. Mais en tout cas, je vous ferai les pronostics d'Elimination Chamber, le retour de ce pay-per-view en live le samedi 30 à 14h. Je vous ferai une vidéo spéciale mercredi qui vient. Alors, je vais regarder de suite quel jour on sera, enfin quelle date plutôt. Le mercredi 27, je vous ferai une vidéo annonce où je vous mettrai un lien sur lequel vous pourrez cliquer qui vous amènera directement au live le samedi 30 à 14h. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et que vous serez un maximum nombreux. Et donc on parlera d'Elimination Chamber, on parlera de nos pronostics, de si on est content ou pas de revoir Elimination Chamber ou pas. Et donc voilà, c'était tout pour ce bilan de WWE Payback. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un petit pouce vert. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, qu'est-ce qui vous a plu ou pas sur ce pay-per-view. Est-ce que ce pay-per-view, si vous a plu, quel match vous a le plus plu. Et donc voilà, c'était tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et nous on se dit à une prochaine fois. Ciao ciao. Et n'oubliez pas, le live le samedi 30 à 14h. Allez, salut.